Julien Bayou, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. On parlait de la chasse là juste avant notre début de direct, mais la vraie chasse en ce moment, c'est la chasse au gaspille. Oui. Elle va être importante pendant tout l'hiver. Le gouvernement maintiendra le bouclier tarifaire en 2023, mais avec une hausse des tarifs quand même de 15% environ. C'était un peu inévitable. En fait, je crois qu'il faut qu'on mesure à quel point on est dans un défaut d'anticipation majeur. C'est-à-dire que nous, les écologistes, nous demandons inlassablement l'élargissement du chèque énergie pour que les plus vulnérables soient protégés. C'est fait là, on va passer à 12 millions de foyers. Ça fait 1 an que nous le proposons. Ouais. Et on disait à M. Jadot, c'était en octobre 2021, ça n'est pas raisonnable. Protéger les Français de l'incurie du gouvernement qui n'a pas anticipé la hausse des prix de l'énergie, c'était déraisonnable. Aujourd'hui, c'est pertinent. Tant mieux, je prends le gain. Mais vraiment, on a trop tardé. On n'a jamais anticipé. Nous demandons une mesure très concrète, des milliards, 10 milliards d'euros sur la rénovation thermique, qu'on puisse protéger les Françaises et les Français d'avoir trop chaud en été et trop froid l'hiver. Il y a des millions de passoires énergétiques. La Fédération française du bâtiment le demande, la CFDT le demande, la Fondation Abbé Pierre le demande, les petites et moyennes entreprises le demandent, les écologistes le demandent, les villes le demandent, et rien. Vous voyez ? En fait, on est vraiment dans un défaut d'anticipation, un gouvernement qui navigue à vue et qui fait finalement trop peu, trop tard. Et quant au bouclier, dire que ça va augmenter de 15%, je pense qu'il faut mesurer à quel point pour nombre de nos compatriotes, les Françaises et les Français sont pris à la gorge. Mais ce serait beaucoup plus si on laissait les prix du marché libre. Hein. Eh bien donc il faut réformer le marché de l'électricité. Voilà. Quand François Fillon l'a adopté en 2011, vous savez, c'était peut-être un peu avant de partir travailler pour Gazprom et les hydrocarbures. En fait, on a fait une folie. Indexation de l'électricité sur le gaz, en quelque sorte, voilà, au niveau européen. Ça, c'est la situation à laquelle la France a acquiescé en 2011, et c'est une folie. Donc l'Espagne, le Portugal ont pu bloquer les prix de l'électricité. Voilà ce qu'il faut faire dans l'immédiat. Et puis ensuite, se débarrasser de cette dépendance aux hydrocarbures. C'est ça qui nous a rendus fébriles et faibles vis-à-vis de Vladimir Poutine au début. C'est aujourd'hui ce qui nous met dans l'incohérence la plus complète vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Pour se débarrasser de l'hydrocarbure russe, on est allé se précipiter dans les bras du tyran azerbaïdjanais. Et on ferme les yeux sur les attaques en Arménie, du coup. Mais on nourrit la guerre. C'est-à-dire que dire aujourd'hui nous sommes solidaires des Arméniens, c'est la nécessité, évidemment. Mais simplement, la vraie réalité, c'est qu'avec cet accord, Ursula von der Leyen et toute l'Europe financent les exactions et la guerre que mène l'Azerbaïdjan à l'égard de l'Arménie. En fait, il faut se libérer des fossiles. C'est les seules énergies de paix, c'est les renouvelables. Je le disais il y a déjà quelques mois, les seules énergies de paix, ce sont les renouvelables. La vraie indépendance énergétique, c'est les énergies renouvelables. Libérons-nous des fossiles, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour pouvoir assumer ce conflit aujourd'hui entre les démocraties, d'une part, et les dictatures, d'autre part. Arménie, Azerbaïdjan ou Ukraine, Russie, ou Europe-Russie, si vous préférez, c'est la démocratie contre les dictatures. Entre ce moment de dépendance aux hydrocarbures et le futur d'indépendance parce que le renouvelable, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut passer par un temps du nucléaire ? Le plus court possible dans votre idée, mais voilà. Oui, alors ça, on dit ça à chaque fois, mais en fait, personne ne dit qu'il faut sortir aujourd'hui du nucléaire. Personne. Le calendrier 2035, il faut le remettre à jour ou il faut repousser ? Mais nous l'avons dit et redit, personne ne dit chez les écologistes qu'il faut sortir du nucléaire aujourd'hui. Nous disons qu'il faut engager la sortie. Il y a des centrales qui sont obsolètes, il y en a qui sont un peu vétustes, il y en a qui sont malheureusement pétries de malfaçons, et donc il faut être vigilant. Simplement, il faut pouvoir développer, les énergies renouvelables, et la France a énormément de retard. La France est le seul pays en Europe à ne pas avoir atteint ses objectifs en 2020. Le seul, c'est-à-dire que la Pologne, la Hongrie, ont atteint leurs objectifs de développement des énergies renouvelables en 2020, et pas la France. Parce que l'opinion résiste aussi un peu à certaines énergies renouvelables. Pas du tout. Vous avez une large majorité de Françaises et de Français qui sont pour le développement des énergies renouvelables, sans aucune ambiguïté. Non, la réalité, c'est que on s'acharne, entre guillemets, si vous me passez l'expression, sur le nucléaire, y compris sur ce Flamanville qui a éclaté tous les délais et tous les surcoûts. Je ne suis pas responsable du fait que la moitié des réacteurs français sont à l'arrêt. Je ne suis pas responsable. Qui est fautif ? Le gouvernement qui a donné une mauvaise consigne ou EDF qui a été mal dirigé ? Alors, il y a plusieurs choses, mais quand le PDG d'EDF dit en partant que c'est la faute du gouvernement, je pense qu'il devrait assumer sa part de responsabilité. La réalité, c'est que aujourd'hui, la France est vulnérable du fait de son attachement déraisonnable au nucléaire. On a voulu finalement mettre tous nos œufs dans le même panier, écarter le développement des énergies renouvelables et déconsidérer la rénovation thermique. Pour être moins dépendant de la consommation électrique, il faut pouvoir rénover les logements.
être moins dépendant de la consommation électrique. Voilà ce que proposent les écologistes depuis des décennies. Et à chaque fois, on nous dit l'hiver prochain. Et bien à chaque fois, on perd ce temps de préparation. Dernière énergie, et l'Europe va créer une banque pour cette énergie, c'est l'hydrogène. Vous y croyez du côté des écologistes ou c'est pas du renouvelable pour vous? Il ne faut pas y voir la panacée. Moi, on m'en parle depuis, on me dit, depuis les années 70, on nous présente ça comme la panacée. Il y a un hydrogène vert, mais il y a aussi de l'hydrogène qui est produit à partir de gaz. Et donc, on retombe sur les mêmes questions. La question, c'est développer les énergies renouvelables, donc l'éolien, en particulier offshore, mais également le photovoltaïque, et cette sobriété. Et donc, limiter les consommations. Je prends un exemple. Thomas Dossus, qui est sénateur écologiste, a introduit dans la loi le fait de pouvoir couper les écrans numériques. Vous savez, ces écrans publicitaires qui vous agressent, qui ont une consommation comme l'équivalent d'un ménage français sur l'année. Dans la rue, dans les aéroports, voilà, partout. Qui est vraiment... vous entamiez l'interview avec la chasse au gaspillage. Vraiment, ça sert à rien. Tout le monde est d'accord. Personne ne va se battre pour maintenir les écrans publicitaires allumés. Dans la loi, grâce à Thomas Dossus, sénateur écologiste, on peut couper en cas de difficulté. La France est importateur net, ça y est, désormais, en électricité, du fait de la défaillance ou de la vulnérabilité du parc nucléaire français. Faut couper tout de suite. Qu'est-ce qu'on attend? Agnès Pannier-Runacher nous dit « je peux le faire ». Elle l'a dit hier en conférence. Mais Madame la ministre, arrêtez de parler, agissez. Vous voyez, moi j'appelle ça la métamorphose. On doit passer... il faut choisir. Voilà. Il faut placer le bien-être, la sécurité d'approvisionnement énergétique, la santé au-dessus des profits de quelques-uns. Il faut choisir, choisissons, cessons d'importer l'électricité à tout va, de payer extrêmement cher pour que des écrans publicitaires restent allumés, et le profit de quelques-uns, et choisissons de les couper pour qu'on évite évidemment les rationnements, les coupures et la mise en difficulté de la population ou des entreprises. Comment combattrez-vous la réforme des retraites si elle est incluse dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et votée par 49.3 ? Mais là encore, vous voyez, j'y vois vraiment une forme d'une part d'opportunisme et de dogmatisme, parce que le Conseil d'orientation nous dit... Le Conseil d'orientation des retraites, l'organisme un peu référent, nous dit en fait en 2023 c'est excellent. Oui, mais enfin après ça se dégrade beaucoup, donc vaut mieux anticiper là aussi. Vous avez un chiffrage? Ah oui, ils disent entre 12 et 20 milliards en 2032 de déficit par an. Vous avez un chiffrage des effets de cette réforme? Par le corps de celle-ci. Oui. Si on repousse l'âge limite, ça monte vite. Hein. Si on passe à 64, 65 ans. Vous êtes très calé parce que le gouvernement n'en a jamais présenté. Ça sera peut-être l'occasion. Le gouvernement n'a jamais présenté. C'est quand même la troisième fois qu'ils remettent le sujet sur la table. Jamais ils ont présenté de chiffrage sur lequel on pourrait discuter. Vous et moi, on pourrait ne pas être d'accord et vous auriez une expertise et j'en aurais une autre et il y aura un débat. Mais là, il n'y a pas de chiffrage. Vous voyez, c'est pour ça que je considère que c'est dogmatique. Il faut faire la réforme parce qu'il faut faire la réforme. Et j'y vois une forme de fébrilité parce que, écoutez, c'est un sujet important, majeur pour la population, évidemment, pour l'ensemble de nos compatriotes, et de balancer ça comme ça, juste en fait en affaire de posture, pour dire le président semble naviguer à vue. En fait, il navigue à vue, et pour pouvoir faire illusion, il se part de la volonté de réformateur de ceci, cela. Mais c'est pas sérieux. Si c'est une réforme importante, discutons-en. Et non pas au détour d'un amendement au PLF. Vous voyez. Donc moi, j'y vois de la posture et un vrai dogmatisme. La question, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Est-ce que cette réforme y contribue ou non? À mon avis, non. La pénibilité peut être inscrite dans le débat et ils peuvent trouver des solutions. Ce gouvernement refuse de reconnaître la réalité des accidents du travail. La France, là, championne, lanterne rouge, si vous préférez, en Europe sur les accidents du travail. Et que fait ce gouvernement ? Il réduit les effectifs de l'inspection du travail qui permettraient de lutter contre les questions d'insécurité au travail. La valeur travail, ça peut diviser la NUPES aussi. On l'a vu avec le débat ce week-end autour des allocations. Non, moi je veux pas. Oui, j'ai vu les déclarations de Fabien Roussel, mais la vérité c'est qu'on peut proposer d'être le bien-être au travail et des meilleures rémunérations, ce que le gouvernement refuse. Nous voulons augmenter les salaires. Aujourd'hui, le salaire ne paye pas suffisamment par rapport à l'inflation, et toutes les personnes qui parlent de valeur travail, notamment à droite, refusent de la payer correctement. Si vous êtes pour la valeur travail, il faut payer les salaires. Il faut payer les salaires, tout simplement. En Suède, l'extrême droite arrive au pouvoir dans une coalition des droites. On attend des élections en Italie qui, pour l'instant, dans les sondages, sont favorables à la droite de la droite de la droite. Tout cela avec un seul thème, l'immigration. Est-ce que vos propositions sur l'immigration ne sont pas de nature à faciliter le travail de l'extrême droite? J'ai pas la même lecture que vous. Si en Suède, il y a maintenant une possibilité malheureuse de coalition entre les droites, droite libérale, droite conservatrice et l'extrême droite, je crois que c'est aussi parce que justement cette droite républicaine, mais c'est le cas aussi en France, a cédé, les digues ont cédé.
Et malheureusement, en France, il faut bien mesurer que ça peut arriver aussi. Notamment parce que ces extrêmes droites font attention à être respectables. Mais parce que, par exemple, Emmanuel Macron et sa majorité ont banalisé les discours du Front National. Et ils l'ont même institutionnalisé. Ils ont en donnant des très concrètement favorisé et voté pour des vice-présidences C'était FN la tradition du à l'Assemblée Parlement. Tant de nationale. députés, ça donne tel poste. Nous faisons une différence, nous écologistes, entre des opposants, des adversaires, des gens avec qui nous ne sommes pas d'accord dans le champ républicain, et les adversaires de la République. Et c'est ce que je reproche à Emmanuel Macron, d'avoir mis un signe égal entre ses opposants, nous, les écologistes évidemment, et d'autres, et les adversaires de la République. C'est un jeu extrêmement dangereux, et à la fin, c'était l'extrême droite qui gagne. Ce qui arrive en Suède peut malheureusement arriver en France si nous baissons la garde. Et pour les écologistes, il est hors de question de baisser la garde. Et néanmoins, est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'à gauche, on réfléchisse à une vision de l'immigration peut-être un peu plus ferme, un cadre contraignant, a dit la présidente de la Commission européenne. Voilà ce qu'il faut en Europe pour réguler l'immigration. Et bien au contraire, l'enjeu aujourd'hui sur l'immigration, c'est la régularisation. L'enjeu, c'est la régularisation, je le dis. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes peut-être dans ce pays qui sont dans des situations indignes parce que justement, nous n'avons pas organisé l'accueil. Vous craignez pas l'appel d'air si on régularise ceux qui sont déjà là et qui travaillent et qui méritent de l'aide peut-être? Cette fable de l'appel d'air ne fonctionne pas. Vous pourrez empêcher une personne qui fuit la situation au Pakistan, par exemple, parce que vous aurez fait je ne sais quelle réforme. Quand on mesure aujourd'hui les impacts du dérèglement climatique, le Pakistan qui n'est responsable que de 1% des émissions de gaz à effet de serre et qui subit ce carnage climatique, comme le dit le secrétaire général de l'ONU, je pense qu'il faut vraiment anticiper. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point l'incurie de nos gouvernements, qui ne fait que gérer le jour d'après, finalement, sans jamais rien anticiper, nous met dans la difficulté. Aujourd'hui, le climat est une question de sécurité nationale et nous sommes vulnérables. Un mot sur l'Ukraine, au-delà de la problématique sur les hydrocarbures. Que doit faire l'Europe maintenant que l'Ukraine est en contre-attaque? Continuer à soutenir, armer, financer. Vraiment, je le redis, c'est un conflit entre les démocraties et la dictature. Aujourd'hui, Poutine est affaibli, je m'en réjouis. Je conteste les personnes qui, il y a quelques mois, disaient surtout il ne faut pas armer l'Ukraine. Évidemment qu'il fallait armer la résistance ukrainienne, évidemment qu'il faut poursuivre les sanctions à l'égard de Poutine. Julien Bayou, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain matin, 7h45, votre invité sera Michel Onfray, essayiste.